Mesdames et messieurs, cette opération de la DGSP a créé une tension et division entre les Congolais basés au pays et ceux de la diaspora. Plusieurs Congolais vivant au pays disent que les bébés noirs méritent d'être exécutés sans autre forme de procès. Et ceux qui sont à l'étranger disent qu'il est important de respecter la Constitution, les droits de l'homme et la procédure pénale, même lorsqu'il s'agit des criminels comme des bébés noirs. Qui a tort et qui a raison? Ceux et celles qui sont derrière moi sont les enfants qui autrefois étaient appelés Kuluna, qui étaient partis à Kanyamakase, c'est pour une formation, qui l'ont parachevé et qui aujourd'hui reviennent à Kinshasa où ils ont trouvé leur affectation afin de s'adonner aux différents travaux que le service national a prévus dans cette ville de Kinshasa. Nous allons avoir 2 bataillons qui vont arriver, c'est-à-dire 1200 bâtisseurs qui arrivent à Kinshasa. L'avion vient de faire sa première rotation. Comme vous le savez, ils ont fait Kanyama, Kassesi jusqu'à Moneditu par train avec le train du service national et de Moneditu à Mbujimaï par route, de Mbujimaï jusqu'ici par avion. Et donc d'ici mardi, l'ensemble des 2 bataillons pourra être sur place ici à Kinshasa. D'ici, ils vont dans leur cantonnement qui est encelé. Encelé d'ailleurs sur place, nous avons déjà préparé un grand atelier de menuiserie que vous allez découvrir et ils vont fabriquer des bancs sur instruction du président de la République, commandant suprême. Nous allons pouvoir équiper toutes nos écoles avec le banc fabriqué par ces jeunes gens. Et une deuxième partie qui a été formée en construction, parmi eux il y a des maçons, il y a des ferrailleurs, il y a des peintres, il y a des électriciens. Eh bien, d'ici quelques jours, le commandant suprême, le président de la République, va lancer les travaux de la modernisation de la maternité de Kitambo, puis par après de l'hôpital de référence de Kitambo. Donc ils ont un très grand travail et après cela, il y aura bien d'autres choses auxquelles ces enfants vont s'adonner. Ils sont devenus des bons citoyens. Il faut oublier, ce n'est pas ce qu'on pouvait appeler Kuluna. Il faut oublier avec ce terme. Ce sont des bons citoyens tels que vous voyez. Vous avez vu la différence aujourd'hui lorsqu'ils viennent d'arriver et lorsqu'ils partaient. Juste dans leur attitude, vous ne trouvez pas une différence? Ce sont vraiment des enfants qui ont subi une transformation et qui sont vraiment engagés à la reconstruction de leur pays dans la discipline. Une nation se brise dans les cœurs avant de se briser sur le champ de bataille. Tinua Achebe. Dans cet épisode, nous parlerons de la fameuse opération de la DGSP contre les bébés noirs et Kuluna sur plusieurs prismes ou paramètres. Une opération qui a presque divisé la diaspora et les Congolais vivant au pays. Si le temps nous le permet, nous parlerons aussi de l'échec humiliant et historique de la République du Congo représenté par Firmin Matoko lors des élections du nouveau directeur général de l'UNESCO. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Droit Chemin en direct sur R7. Sans perdre du temps, nous allons suivre cet élément sur l'opération de la DGSP et on en parle juste après. Face à la recrudescence inquiétante de la délinquance juvénile qui a pris de l'ampleur dans certains quartiers de la capitale, la DGSP ainsi que la GER ont pris désormais les choses en main à travers l'opération Zéro Colonna avec un message qui stipule « La République du Congo ne cédera ni à l'indiscipline, ni à l'insécurité, ni à la loi de la rue ». Cette opération qui vise à éradiquer tous les fauteurs de troubles qui en quelques jours seulement
enregistrent déjà des bons résultats. Les habitants de Kombo, qui depuis cette opération retrouvent la sécurité dans leurs habitats, accueillent à bras ouverts cette initiative. Opération na bientôt CPI makasi po kimia ezala pona biso oyo. Ozoteka mwa sanfo na boye ozonga boye bakangio na nzela. Batiko te so amona mwa téléphone na bien balandisi. Sécurité mboka pour na basala mosalana. Bien que satisfait de cette initiative qui fait régner la paix dans les artères, ses habitants demandent à la DGSP d'opérer avec sagesse afin d'éviter les innocents. Souci na biso est-ce que moi bana biso ba innocent wana bazo kanga bango. Ebele pour le moment ba kufa ba koma ba ka ba innocent bana likambote. Ebele kuluna ero basi ba kalisi ba musu ba keki, ba musu ba ke ba ilmbamu, ba musu ba keke zamba ba ke ba bombani. Déjà final c'est la GA et ça musana malamu. Mais est touché l'innocenté. Parce que nous sommes souvent là bon, le quoi c'est qu'on qui va tirer mon doki. Toujours là au monde à Rokimaka. Mais tout va coupable. Va toucher va bombarder va coupable, va tika innocent. L'opération Zéro Colonna dans les quartiers sensibles ne vise pas la jeunesse dans son ensemble, mais ceux qui ont choisi le crime comme mode de vie. Cette initiative s'accompagne d'une vision d'encadrement éducatif renforcée et du programme de réinsertion, car sécuriser ne signifie pas brutaliser, mais protéger et reconstruire les bases d'un vivre ensemble durable. Pour le bon déroulement de cette opération, la Direction générale de la sécurité présidentielle, DGSP en sigle, appelle la population à dénoncer les lieux d'habitat de ces fauteurs de troubles afin de mieux assurer la sécurité de tout un chacun. Mesdames et messieurs, cette opération de la DGSP a créé une tension et division entre les Congolais basés au pays et ceux de la diaspora. Plusieurs Congolais vivant au pays disent que les bébés noirs méritent d'être exécutés sans autre forme de procès. Et ceux qui sont à l'étranger disent qu'il est important de respecter la Constitution, les droits de l'homme et la procédure pénale, même lorsqu'il s'agit des criminels comme des bébés noirs. Qui a tort et qui a raison? Nous allons parler sur droits humains sous le prisme des droits de l'homme. Nous allons commencer par le premier prisme, l'instinct de survie. Chers compatriotes, chers frères et sœurs congolais, et là je m'adresse à ceux qui vivent au pays. Je tiens à préciser que nous comprenons parfaitement la souffrance que vous traversez. Aucun Congolais nanti de bon sens ne peut sous-estimer ou minimiser le danger auquel vous êtes exposés. Il est important de tenir compte de la réalité traumatisante de nos compatriotes qui vivent au Congo afin de comprendre leur position à ce sujet. Il n'est pas facile de vivre pendant des années dans la peur et la violence. Chaque Congolais ignore s'il rentrera chez lui le soir à chaque fois qu'il sort de sa maison pour vaquer à ses occupations. D'ailleurs, même dans leur lieu de travail et dans leur maison, ils ne sont plus en sécurité à cause du phénomène de bébés noirs. Car nous avons plusieurs cas des attaques à domicile perpétrées par les bébés noirs et Kuluna. Il s'agit donc là d'un phénomène qui a causé plusieurs morts, blessés, cas de viol et cambriolage. C'est pour cette raison que nous comprenons parfaitement. Lorsque les Congolais disent « Mais non, vous ne comprenez pas notre souffrance, nous souffrons, nous sommes exposés, nous sommes en danger chaque jour. » On a vu les cas de la dame enceinte qui se rendait à l'hôpital, elle était presque à terme. Cette dernière a été attaquée par des bébés noirs qui l'ont ensuite éventrée. Ils ont fait sortir le bébé du ventre. Est-ce que vous voyez le niveau de cruauté de ces bébés noirs? Chers compatriotes, nous comprenons parfaitement la souffrance des Congolais, ceux qui sont au pays. Et il est également important de signaler que parmi ceux-là qui vivent à l'étranger, il y a des Congolais qui ont vécu de manière directe et en temps réel la violence des bébés noirs et des Kuluna. Et moi, j'en fais partie parce que ce phénomène ne date pas de maintenant. C'est un phénomène qui a pris forme, qui a pris naissance depuis les dernières guerres civiles qu'il y a eu en République du Congo. Et personnellement, nous avons été
visité il y a cela quelques années par ce type de criminels. Et à l'époque, on ne les appelait pas des bébés noirs. Tout dictateur a besoin d'un minimum de base sociale pour durer au pouvoir. Ici, Sassou resserre sa base sociale en agitant le spectre d'un pogrom de nordistes s'ils ne le suivent pas aveuglément. Cette vision à courte vue contribue à éloigner le rêve de construire une nation, loin de la promesse des pères fondateurs Fulbert Youlou et Jacques Opango. Pour maintenir cette situation, Sassou compte sur l'exercice permanent de la violence en oubliant qu'aucune situation n'est éternelle. L'esclave finit toujours par se libérer. Sassou prouve ici qu'il est le principal mal de ce pays. Tout est dans le discours qui va suivre. Il a été prononcé le dimanche 21 mars 1999 à 9h. Dispensaire Marien Gouabi. Croisement rue Ossio et avenue Talangaï. Quartier Mikalou. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel. Je suis convaincu que vos chefs de quartier ont fonctionné comme souhaité, mais le moment est très court et le temps presse pour que notre rencontre dure. Alors, je ne vous dirai que l'essentiel de mon message. Et je ne parle pas en parabole. Je sais que vous n'avez pas oublié ce que vous avez vécu en 97 par les bombardements de l'Issouba. Vous savez ce que j'ai fait pour terminer cette tragédie, cette barbarie, ces pertes humaines que personne ici ne peut évaluer. Vous avez marché sur des corps. D'aucuns diront que Sassou a terminé la guerre, mais moi je dis que c'est d'abord la détermination du peuple nordiste de vouloir, je dis bien, vouloir finir ces malheurs infligés par l'Issouba. Beaucoup de jeunes sont venus du nord pour se joindre aux jeunes Brazzavillois nordistes et lutter à mes côtés. Après 6 mois d'ivresse et de paix retrouvée, il fallait bien repartir sur le chemin de la reconstruction. Vous avez certainement constaté comme moi, le pire dans la société de ces jeunes de Talangaï Mikalou. Des pillages se terminant surtout par des règlements de compte. Le manque de respect généralisé. Je ne pouvais pas laisser évoluer cet esprit de guerre contre nous-mêmes, c'est ainsi que je me suis adressé aux Cobras, car c'est d'eux qu'il s'agit. Vous avez entendu partout leurs tergiversations, certains ont même parlé à la radio RFI pour manifester publiquement leur mauvaise foi. Certains ont dit que je ne fais rien pour les jeunes et pour le peuple nordiste confondu, sans distinction des partis ni des tribus. J'ai aussi entendu dire que Sassou continue à nous faire tuer chez les Tchèques et les Nibolèques. Que nos enfants sont égarés sous les instructions de Sassou. À l'hôpital de Talangaï, vous avez jeté des tracts qui disent que Sassou va fuir en exil et patati patata. Beaucoup de militaires nordistes désobéissent au commandement des FAC, laissant tantôt les autres exécuter des missions contre leur région, et vous savez ce que ça nous coûte. Des troupes souvent exposées, des troupes tombant dans les embuscades des Ninja et des Cocoyeux, et dans ces genres d'exercices, seuls les chefs de mission ne meurent pas. À qui est donc la faute si nos jeunes, nos enfants périssent toutefois qu'ils vont au service de la République? Est-ce qu'il manque d'officiers nordistes ici où nous sommes? Est-ce que vous savez que le Nord a le record en effectif d'officiers? Acclamation frénétique et prolongée, la foule applaudit. Science. Je vais maintenant vous dire que la paix à laquelle vous croyez n'est que superficielle, votre paix ressemble au repos d'un prisonnier dans sa prison. La guerre que vous avez gagnée vous a seulement écarté du danger, mais ce danger continue à menacer, et aujourd'hui je constate que c'est même pire. Je vous interpelle tous, pour notre survie, notre futur est noir. S'il m'arrivait de mourir à 11 heures, sachez qu'avant 15 heures, on ne parlera plus du Nord tout entier. Tous nos villages seront brûlés, tous nos nordistes de Brazzaville comme ceux de Pointe-Noire mourront dans les 3 heures qui suivront ma mort. Donnez-moi donc vos enfants, j'ai besoin d'hommes pour assurer votre survie. On ne peut pas toujours compter sur les troupes étrangères, nous devons compter sur nous-mêmes d'abord. Je lutterai aux côtés de mes enfants comme je l'ai toujours fait depuis juin 97.
Je ne fuirai jamais, je lutterai avec vous jusqu'à ma dernière goutte de sang. Les jeunes hommes iront dans les casernes, les jeunes filles apprendront les armes ici sur place à Brazzaville. Je vous exhorte à plus de vigilance et de courage. Je vous remercie. Donc cette souffrance, cette réalité de nos frères qui sont basés au pays, nous la comprenons parfaitement. Nous ne sommes pas indifférents. Les Congolais vivant au pays ont ce droit constitutionnel d'être protégés par l'État. Et comme vous le savez, sur droit humain, tout ce que nous disons est fondé sur des faits, sur la loi, sur la Constitution. Et je citerai par là l'article 8. La personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au plein épanouissement de sa personne dans le respect des droits d'autrui, de l'ordre public, de la morale et des bonnes mœurs. La peine de mort est abolie. Alors vous voyez que cet article n'est pas un article qui s'adresse juste aux bébés noirs, comme certaines personnes veulent présenter cet article en disant que non, on ne peut pas exécuter les bébés noirs parce que la peine de mort est abolie et tout ça. Mais ils oublient les premières phrases de cet article 8 qui garantit à tous les Congolais et qui donne la responsabilité à l'État, la responsabilité de protéger les Congolais, de respecter la vie des Congolais. Cet article précise que chaque citoyen a droit au plein épanouissement de la personne dans le respect des droits d'autrui. Donc ça veut dire que si les Kuluna, les bébés noirs ont des droits, les victimes également ont des droits. Ceux-là qui marchent dans l'intégrité, dans la République, ont également des droits. Donc nous ne pouvons pas parler des droits des bébés noirs et des Kuluna, sans parler des droits des Congolais qui sont victimes de cette violence. Et nous voyons également un autre article de la Constitution qui parle du devoir de la défense nationale. La défense de la nation et de son intégrité territoriale incombe à l'État et à chaque citoyen. Vous voyez que là, il y a une responsabilité duelle. Donc il y a une responsabilité de l'État et il y a la responsabilité également du citoyen pour garantir et maintenir l'intégrité territoriale. Et cet article dit également que la protection ne s'arrête pas à la vie individuelle, elle s'étend à la sécurité collective et territoriale. L'État doit assurer la paix, prévenir la guerre et défendre ses frontières. Voilà ce que dit la Constitution. Et donc, sur la base de ces articles, les Congolais vivant au pays ont le droit de demander la sécurité, de demander à ce que l'on puisse mettre fin à ce phénomène de bébés noirs. Et l'État, face à la Constitution, a la responsabilité de protéger ses citoyens. Alors, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce que l'État doit faire dans ce type d'action, dans ce type de situation? Face à ce type de problème, les pays comme le Brésil, certains États des États-Unis donnent aux citoyens un droit de port d'armes. Vous voyez qu'il y a des pays à travers le monde qui sont confrontés aux problèmes de criminalité de gang et ces pays sont arrivés à un niveau où ils octroient le droit de port d'armes à la population. Cela est le cas au Brésil, cela est également le cas dans plusieurs États aux États-Unis. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Pourquoi les Américains autorisent-ils les armes à feu? Se procurer un fusil ou un pistolet mitrailleur aux États-Unis, c'est facile. On peut les commander sur catalogue et se les faire livrer à domicile. On peut aussi acheter ces armes à feu dans des foires où l'on se rend le week-end en famille. En fait, aux États-Unis, posséder une arme est un droit inscrit dans la Constitution. Et la Constitution, c'est la loi suprême de l'État américain. Ce droit remonte à 1791,
quand les Américains se sont battus pour gagner leur indépendance et fonder les États-Unis d'Amérique. Dans l'esprit américain, les armes sont restées les alliés de la liberté. Du coup, posséder une arme n'est pas honteux aux États-Unis. Au contraire, pour beaucoup, un vrai Américain est un Américain armé. Un citoyen sur 4 possède une ou plusieurs armes. En tout, il y en a 300 millions qui circulent dans le pays. Mais le droit de posséder une arme est-il vraiment une bonne chose pour le pays? Oui, répondent ses défenseurs. N'importe quel citoyen doit pouvoir se défendre contre des malfaiteurs armés. Non, répondent ses opposants, car les armes font chaque année 30 000 morts. C'est plus de 80 personnes par jour. L'an passé, un jeune homme est entré dans une école de la ville de Newton. Il a tué 26 personnes, dont 20 enfants. Suite à ce drame, le président Obama a voulu limiter les armes et interdire la vente des fusils d'assaut. Une puissante association américaine qui défend les armes à feu s'y est opposée. Elle est soutenue par 4 millions d'adhérents. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Voici les mesures qui sont prises par certains États afin de protéger les citoyens. Alors, lorsqu'un citoyen a le droit au port d'armes, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque ce dernier est attaqué par des criminels comme des bébés noirs et qu'il se retrouve en situation de légitime défense, la loi dans ces nations permet aux citoyens de protéger sa vie au nom de la légitime défense. Et voilà une réalité que nous devons comprendre. Ici, je suis impartial dans mon analyse, je me mets dans la peau de tout le monde. Et en ce moment, je me mets dans la peau de ceux-là qui vivent au pays, qui sont exposés à ces crimes chaque jour. Nous parlons ici et j'essaie d'interposer, de faire le parallèle avec d'autres nations qui sont exposées au même problème, sinon pire. Donc, il ne faut pas négliger le danger et le trauma dans lesquels vivent nos compatriotes au pays. Alors, face à ce désespoir, l'opération de la DGSP est donc reçue comme une action salutaire. Mais, maintenant, il faut se poser des questions cruciales, chers compatriotes.